à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire que nous consacrons à 3 ouvrages qui viennent de sortir sur l'entraînement au badminton. Mais avant cela, j'aimerais à tous vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2021 avec de la santé, des joies et des réussites dans vos projets. Nous espérons tous pouvoir remonter grands et petits très prochainement sur le terrain. L'avenir nous le dira. Et pour faire le lien avec le thème de ce soir, nous avons hâte de mettre en pratique les conseils qui nous seront donnés ce soir par nos 2 auteurs que je présente, Vincent Laigle et Frédéric Dor. Donc, merci beaucoup d'être présent, d'avoir accepté cette invitation. Le principe ce soir, c'est de présenter, qu'ils nous présentent leurs 3 ouvrages. Donc, 3 ouvrages qui viennent de paraître coup sur coup aux éditions Amphora. Donc, voilà, je vous les montre. Badminton, préparation physique spécifique, méthode pratique pour les jeunes de 9 à 19 ans. Le coordonnateur, c'est Vincent Laigle. Il nous dira pourquoi coordonnateur. Après, vous avez 2 ouvrages de Frédéric Dor. Donc, devenez un meilleur entraîneur, méthode et conseils pour un accompagnement efficace. Et les 100 mots-clés de l'éducateur sportif, redonner du sens à votre discours. Voilà ces 3 ouvrages qui vont nous préoccuper ce soir. Et nos 2 auteurs sont présents. Ils ont en commun d'être tous les 2 formateurs au DES GEPS. Et je leur cède tout de suite la parole pour une présentation un peu plus fournie de leur parcours et de leurs raisons d'auteur ce soir sur pourquoi de tels ouvrages. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer. Vincent? Oui, je vais commencer. Ouais. Bonsoir à tous et meilleurs vœux. Comme l'a dit Thierry, on espère bientôt se retrouver sur les terrains pour appliquer ce dont on va vous parler ce soir. Donc mon parcours, donc comme l'a dit Thierry, je suis formateur au secteur formation et emploi de la fédération Formabad, et depuis 2014, je suis plus spécialement responsable de tout ce qui est en lien avec la formation vers le haut niveau. Donc, responsable de la formation professionnelle DES, responsable également de la formation DE, spécialisée pour les sportifs de haut niveau. C'est une formation très individualisée qu'on met en place depuis déjà 2 saisons. Et puis également sur les formations continues en lien avec les entraîneurs de pôle, les entraîneurs de clubs à venir. C'est pour ça que je pense que j'ai croisé certains d'entre vous sur des formations ces dernières années. Donc avant 2014, une chose également qui est importante parce que c'est en lien avec ce qu'on va présenter ce soir, je coordonne des outils qui sont également en lien avec le haut niveau, même si, y a une balance un peu plus large également, les OTHN, le parcours de formation du jeune joueur, et puis j'ai coordonné le parcours de formation du jeune joueur préparation physique qui est devenu l'ouvrage édité par Amphora l'année dernière. Voilà, donc avant 2014, j'ai été une dizaine d'années entraîneur national, plus spécialement sur les jeunes, responsable du pôle espoir de Strasbourg, responsable du pôle France jeunes de Strasbourg, et puis 12 années également entraîneur à l'INSEP en tant qu'adjoint et également sur les plus jeunes. À l'époque, c'était les moins de 21 ans. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon parcours. Frédéric, tu enchaînes? J'enchaîne. Bonsoir à tous. Comme pour les intervenants précédents, meilleurs vœux à tout le monde. Plein de badminton, bien sûr, c'est ce qu'on attend un petit peu depuis longtemps. Mon parcours, moi, donc je suis coordonnateur du DE
sur la région Île-de-France, à Châtenay-Malabry. J'accueille des gens venant de toute la France, mais on est localisé là. Je suis un salarié de la Ligue Île-de-France de badminton depuis 8 ans. J'ai mis en place le DE. Là-bas, j'en suis à la 9e promotion, donc environ 80-90 stagiaires qui sont passés. Je suis en parallèle salarié de la Fédération française de badminton. Je suis chargé de l'Observatoire de l'emploi et de la formation, et donc d'un certain nombre d'études qui sortent au fur et à mesure depuis 3 ans sur l'emploi dans le badminton, que ce soit au niveau des ligues et des comités, et très bientôt une enquête faite auprès de tous ceux qui ont passé le DE ces 10 dernières années, et de voir leur parcours, leur évolution au cours des nombreuses années derrière, ou des moins nombreuses en fonction du moment où ils sont sortis. Je suis dans le badminton depuis bien sûr très longtemps, mais professionnel que depuis 2012. Avant, j'ai travaillé dans la santé publique, dans des organismes qui font ce que vous voyez aujourd'hui sur le Covid, c'est-à-dire de recenser, de comprendre, d'essayer d'analyser tout ce qui se passe. Je l'ai fait sur un très grand nombre de pathologies, et plus du tout sur celle-là. Et je peux vous dire que j'en suis bien content de ne pas être dans ces moments très chauds, même si dans les moments très chauds, moi j'ai subi la canicule. Ça a été un moment de travail évidemment très lourd. Donc, vous voyez, un parcours très scientifique, chercheur à un moment à l'INSEP pendant 3 ans également, sur tous les sports, pas que le badminton. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et donc, je suis à Formabad. Je travaille beaucoup avec Vincent sur le DE SHN et sur le DES. Et puis, évidemment, sur toutes les études que je citais tout à l'heure. Voilà quelques éléments de mon parcours. Voilà, merci Vincent, merci Frédéric. Donc, je vous cède la parole au niveau de la présentation de vos 2 ouvrages. Donc, vous avez la main, libre à vous. Vous pouvez partager vos écrans ou votre écran. Donc, tout est là. Voilà. On vous écoute. Je vais essayer de partager mon écran. Vous allez me dire si tout fonctionne bien. C'est bon. Oui. C'est bon ? Oui, oui. Ok, parfait. Donc, avec Frédéric, il nous a semblé important de resituer un petit peu les 2 ouvrages qu'on vient de sortir. Dans l'ensemble des parutions depuis une dizaine d'années maintenant, donc vous connaissez tous bien sûr le dispositif jeune, qui est pour nous le socle, les fondations de tous les autres parutions, tous les autres ouvrages, tous les autres dispositifs qu'on met en place depuis une dizaine d'années, qui est vraiment ce qui nous permet de nous reposer sur des bases solides, qui a permis, comme vous le savez, à la Fédé de bien avancer, notamment sur la pratique des plus jeunes. 2014-2017, on a fait évoluer tout ça, on a ajouté un élément plus spécifique en lien avec le haut niveau, en proposant les OTHN, orientation technique du haut niveau, qui ont mis en lumière des éléments, des habiletés qui nous semblaient très importantes à développer et à maîtriser chez les jeunes joueurs français. Alors, on se rapprochait un petit peu plus du haut niveau. Et puis, dernier dispositif, 2017-2018, qui est en lien avec l'ouvrage sur la préparation physique qu'on va présenter ce soir. Le parcours de formation du jeune joueur vers le haut niveau, qui, sur ce dispositif-là, était uniquement centré sur les aspects technico-tactiques et en lien avec le sens du jeu. C'était un premier tome qui est centré sur le technico-tactique et qui, pour la première fois, essayait d'organiser l'apprentissage technico-tactique sur les 10 années de 9 ans à 19 ans pour atteindre le haut niveau. Donc, évidemment, on était quand même très centré sur des joueurs qui sont déjà dans l'accession à 9-10 ans vers le haut niveau, donc en lien avec les clubs à venir. Et puis après, sur les clubs qui veulent faire du plus haut niveau ou les pôles,
Pôle Espoir, Pôle France. Voilà. Fred, tu me dis si tu veux ajouter des choses. Non, non, c'est bien. Ce qui est très important, donc, les 3 ouvrages qu'on va vous présenter ce soir sont clairement en lien avec ces parutions-là. Et quelqu'un qui a un micro ouvert. Oui, c'est bon, je m'en suis Ok, chargé. ça marche. On retrouve dans les 3 ouvrages qui sont sortis l'année dernière beaucoup d'éléments des ouvrages précédents. Et donc, on est vraiment sur une continuité. Donc ça, c'était la première chose qu'on voulait vraiment mettre en lumière. Et ce sont vraiment des ouvrages qui nous servent vraiment de base, des dispositifs qui nous servent de base pour toutes les formations qu'on met en place, aussi bien les formations à destination des bénévoles ou des formations professionnelles. Voilà pour le petit cadrage de départ. Je vais partir maintenant sur la présentation du premier qui est en lien avec la préparation physique, méthode pratique pour les jeunes joueurs de 9 à 19 ans. Avec les objectifs de cet ouvrage et des 2 autres également, hein, qui sont toujours dans la même veine que les ouvrages précédents. Partager une culture commune, ça c'est très important. Au-delà de la culture, on va également sur un langage commun, le langage qui fait partie vraiment qui va nous permettre d'avoir des échanges sur l'ensemble du territoire français et d'être vraiment constructif dans tous nos échanges, aussi bien dans les formations, mais dans la relation entraîneur-entraîné. Et ça, pour l'avoir vécu en tant qu'entraîneur ou même joueur, ça nous semblait très important, et je pense que les différents dispositifs depuis une dizaine d'années contribuent à tout ça. Alors, je reviens un petit peu à la préparation physique, et dans la préparation physique, s'il y a bien un domaine où le langage commun est très difficile à construire, il y a tellement de courants différents, c'est bien là-dessus. Donc, l'un des grands objectifs de cet ouvrage sur la préparation physique, c'est déjà d'harmoniser nos discours pour qu'on puisse parler tous de la même chose, de la même façon. Quand on parle d'explosivité, de vivacité, de vitesse, de filière aérobie, de force, évidemment qu'en fonction des courants de la préparation physique, il y a plein d'éléments qu'on peut mettre derrière. Mais au moins, avec cet ouvrage, on essaie de fixer les choses pour pouvoir parler de la même manière. Harmoniser les apprentissages, évidemment, ça c'est très important, c'est dans la continuité du DJ. Et puis, alimenter les contenus de formation, comme je vous l'ai dit, on est constamment en lien avec ces différents dispositifs dans toutes les formations qu'on met en place actuellement. Donc, tout ça pour alimenter l'école française de badminton. La préparation physique spécifique, méthode pratique pour les jeunes de 9 à 19 ans. Alors Thierry, tout à l'heure, tu disais que j'étais coordonnateur. C'est important, je ne suis pas l'auteur de l'ouvrage. J'ai coordonné un groupe de travail pendant une dizaine de mois sur cette thématique, avec évidemment des préparateurs physiques. Là, vous avez l'ensemble des personnes qui ont contribué. Également, une kinésithérapeute du CREPS qui était Elodie Rouf, qui était une spécialiste aussi de badminton, et puis des collègues qui sont en lien de près ou de loin de l'entraînement des plus jeunes, ce qui nous a permis vraiment d'avoir des échanges très constructifs. L'objectif, c'était vraiment de servir de toutes ces expériences et surtout d'être très spécifique à notre discipline. Donc, on voit qu'on a beaucoup de spécialistes de notre discipline. Alors, on avait également autour des consultants, des personnes ressources qui n'étaient pas vraiment dans le groupe de travail, mais qui nous aidaient à avancer aussi et à qui on présentait régulièrement tous ces travaux, qui n'étaient pas forcément des spécialistes de la discipline. Donc, j'ai coordonné l'ensemble de ce groupe de travail pour arriver à l'ouvrage. Le premier travail qu'on a été amené à faire, c'est un travail sur le pourquoi de proposer une préparation spécifique en badminton pour les jeunes de moins de 19 ans. Évidemment,
Première chose qui nous vient en tête, c'est que la préparation physique va nous permettre d'être meilleurs sur le terrain, donc d'être plus performants. Va nous permettre de nous adapter aux situations de compétition complexes, singulières, imprévisibles, de façon la plus efficace possible. Va nous permettre de nous adapter aussi aux charges compétitives. Va nous permettre de nous adapter aux différentes méthodes d'entraînement. Et là, on commence à arriver sur des éléments un petit peu moins fréquents quand on parle de préparation physique. C'est aussi développer chez les joueurs des capacités d'adaptation à différentes méthodes d'entraînement, car on sait qu'en badminton, en fonction des changements de club, des changements de structure, d'évolution dans sa carrière de joueur, hein, qu'elle soit vers le haut niveau ou pas, on va rencontrer beaucoup de méthodes différentes et on doit être adaptable là-dessus. Deuxième grand enjeu, la disponibilité. Ça, c'est très important pour les entraîneurs de jeunes joueurs. Travailler sur cette disponibilité motrice, physiologique et biomécanique, ce qui va permettre aux jeunes joueurs de s'assurer une capacité de transformation qui est très importante dans toutes les composantes de la performance. Ça, c'est très important de comprendre qu'en travaillant sur la disponibilité dès le plus jeune âge, ça va permettre aux joueurs de développer leurs qualités technico-tactiques plus tard. Travailler sur la coordination, travailler sur la dissociation, travailler sur les équilibres, travailler sur les tonus musculaires va permettre d'être plus performant sur tout ce qui est en lien avec le technico-tactique, le tactique ou ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc ça, c'est important. Et puis, dernière chose, alors ça, c'est peut-être plus en lien avec les joueurs qui veulent aller vers le haut niveau, mais encore, on peut le mettre en place, on peut le promouvoir même pour les joueurs un petit peu qui s'entraînent un peu moins souvent. Donc, la prophylaxie, assurer la continuité de l'entraînement. Hein, se préparer physiquement, c'est s'assurer qu'on peut s'entraîner de façon régulière et continue, optimiser la réalisation des objectifs et bien sûr, garantir l'intégrité physique pendant la carrière et après la carrière. Donc là, on est davantage sur des joueurs plutôt orientés au niveau, mais c'est très important de penser dès le plus jeune âge à l'intégrité physique à long terme. Donc ça, c'était le premier travail qu'on a fait. On est tous tombés d'accord assez rapidement sur l'ensemble de ces éléments-là. Après, il a fallu travailler sur les différentes qualités physiques que vous allez retrouver dans l'ouvrage et qu'on a essayé de catégoriser. Donc, voilà, vous allez reconnaître toutes les qualités physiques, bien sûr, qui sont indispensables au badminton. On a essayé de les organiser de façon à être le plus pratique possible sur le terrain pour les entraîneurs. La filière aérobie, les forces, avec les différentes expressions de la force, les gainages, la proprioception. Une troisième catégorie qui est souvent appelée être la qualité physique du badminton, de ce que nous, on a appelé la vivacité. Donc, c'est ce qui regroupe les qualités de déplacement sur le terrain, les qualités de vitesse sur le terrain, très spécifiques. La disponibilité motrice, donc c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est bien sûr en lien avec la coordination, la dissociation, mais toujours aussi en lien, mais beaucoup avec ce qui se passe sur le terrain, avec raquette en main. Donc là, on fait des ponts avec le dispositif jeune sur la motricité spécifique, tout ce qui est en lien avec la maniabilité aussi. Et puis, un dernier élément, la souplesse et la mobilité articulaire. Souplesse que tout le monde connaît bien. La mobilité articulaire, maintenant, c'est un élément qui devient de plus en plus important dans la préparation des jeunes joueurs et qu'on a essayé de mettre en avant dans l'ouvrage. Je poursuis. D'autres éléments qui nous ont semblé importants à mettre en avant, des thématiques à comprendre et à maîtriser avant 19 ans. Alors, sur ces thématiques, évidemment, il n'y a pas d'habilité vraiment à développer, mais c'est des niveaux de connaissances qui nous semblent intéressants à développer chez l'entraîneur, mais aussi chez le joueur avant 19 ans. Donc, des notions sur les étirements, comment s'étirer, pourquoi, à quel moment, comment comprendre la prévention des blessures, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, la récupération, l'échauffement. Alors, ce sont des petites parties dans l'ouvrage qui mettent des focus particuliers pour les personnes qui veulent aller plus loin. Il est toujours possible d'aller plus loin.
mais ce sont des éléments qui sont en périphérie de la préparation physique, mais qui nous ont semblé essentiels à maîtriser avant 19 ans et surtout à maîtriser par tous les entraîneurs, sans aller trop loin, encore une fois, dans chacun des éléments. Pour moi, le plus important là, pour tout entraîneur devrait être de maîtriser l'élément sur l'échauffement. Parce qu'on met un gros focus également dans l'ouvrage sur l'importance de l'échauffement et notamment dès le plus jeune âge, d'inclure dans l'échauffement des petites pointes de préparation physique, ce qui va permettre de constamment être dans la continuité de l'entraînement en préparation physique et pas forcément de faire des grosses séquences qui vont peut-être prendre pas mal de temps sur l'entraînement. Donc, à la suite de ce travail sur les qualités physiques, comme sur le technico-tactique, nous avons travaillé sur l'harmonisation, la hiérarchisation en fonction des périodes. Donc, pour ça, on s'est appuyé sur des travaux scientifiques, sur le développement de l'enfant, sur les périodes les plus propices au développement des qualités physiques, et puis aussi sur le niveau de développement de nos joueurs et le niveau de développement de nos structures. Il ne s'agissait pas de demander des choses complètement ahurissantes à des jeunes de 9-10 ans joueurs de badminton qui ne peuvent s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine, ce qui est déjà très bien. Mais on sait que dans d'autres disciplines, comme la natation ou une discipline plus gymnique, il y a beaucoup plus de volume d'entraînement, donc on peut peut-être se permettre d'aller chercher d'autres qualités physiques, ce qui n'est pas forcément notre cas. Donc voilà, des priorités hautes en fonction des catégories d'âge 9-13 ans, 13-16 ans, 16-19 ans, donc qui sont des priorités de développement sur ces années-là, et puis des priorités moyennes qui sont soit de la sensibilisation, soit de l'entretien, soit du développement individualisé quand il y aura si on détecte chez un joueur des carences dans une qualité physique. Dans les planifications qu'on verra, qu'on propose, on travaille régulièrement l'ensemble des qualités physiques, mais le développement est vraiment recherché sur les priorités hautes. Donc ça vous aurez sûrement des questions là-dessus. Je poursuis. Donc de façon pratique, le contenu de l'ouvrage, donc on y retrouve 7 fiches très pratiques sur les qualités physiques à développer. Je les développerai un petit peu après pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans ces fiches pratiques. Des fiches pratiques sur les thématiques à comprendre, à maîtriser, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la récupération, l'échauffement, des choses très, très pratiques et très simples là-dessus, que je vous encourage pour les entraîneurs de jeunes, même pourquoi pas adultes, à afficher dans la salle de façon, toutes les fiches en même temps, ou alors quelques fiches, une fiche par mois, une fiche tous les 2 mois. Je sais qu'il y a certains clubs qui ont commencé à faire ça. Ça me semble tout à fait intéressant à faire, parce que ce sont vraiment des éléments à maîtriser. Et puis, une dernière partie de l'ouvrage qui est consacrée à la planification de la préparation physique, qui est peut-être plus en lien avec les joueurs qui sont vraiment engagés dans une pratique assez intense, mais on peut y retrouver quand même des éléments intéressants, notamment pour les 9-13 ans. Donc les qualités, voilà les 13 fiches pratiques, je ne vais pas revenir dans le détail, c'est ce qu'on a vu. La seule chose que je pouvais noter, c'est que la fiche 2 est séparée en 3 parties. La fiche sur les forces, il y a une partie sur les forces, les différentes expressions de la force, les forces plutôt gainage et proprioception, et une force de la main en serrage qui nous a semblé très important à mettre en avant pour un joueur de badminton, ce qui va permettre, encore une fois, en lien avec le technico-tactique derrière, de travailler ce qu'on appelle le relâché serré ou le finger power en anglais, et qui va permettre de développer les qualités de fixation et d'intensité d'impact au volant. Voilà, le reste, vivacité, dispo motrice, souplesse, mobilité articulaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'enchaîne. Alors,
Le contenu des fiches pratiques sur les différentes qualités physiques. Dans chaque fiche pratique, il y a toute une première partie sur les différentes définitions des éléments qui sont essentiels à bien comprendre avant de se lancer dans la prépa physique. Donc, je vous ai mis un petit exemple sur la vivacité, avec les vivacités, les vitesses maximum, les vitesses cycliques, déjà pour savoir de quoi on parle, encore une fois, hein, d'avoir un langage commun. Une deuxième partie qui, pour moi, est essentielle pour tous les entraîneurs et encore à faire comprendre également aux joueurs, c'est l'intérêt de cette qualité physique en badminton. On va jamais sur les éléments physiologiques, les éléments anatomiques de qualité physique. Hein, on n'est pas là-dessus. On est vraiment sur l'intérêt en badminton de cette qualité physique de façon très pratique. Pourquoi développer cette qualité? À quoi va servir cette qualité physique dans ma pratique? Donc, ça me semble essentiel. Derrière, vous aurez toujours des éléments sur les moyens d'évaluation ou d'observer la qualité physique en pratique. Hein. Il y a des qualités physiques qui sont plus ou moins faciles à observer. Donc, à chaque fois, on vous donne des éléments, des façons d'observer et d'évaluer les différentes qualités physiques. On ne propose pas une batterie de tests labellisée Fédération française de badminton. On n'est pas parti là-dessus. On laisse chaque entraîneur le choix d'organiser son évaluation et des qualités physiques, mais on propose les tests qui nous paraissent les plus intéressants. Et encore une fois, des tests qui peuvent être très spécifiques à notre discipline. Là, on en voit l'exemple sur la vivacité. C'est un petit test que vous pouvez mettre en place sur un terrain de badminton en début de saison, milieu de saison, fin de saison, et très facile à mettre en place. Une quatrième partie qui est sur les méthodes de développement traditionnelles et les plus adaptées au badminton. On essaie toujours de proposer des choses intégrées à la pratique. Et puis une dernière partie qui est souvent celle qu'on va voir le plus rapidement dans un ouvrage et dans les fiches, c'est les exemples. Des exemples d'exercices, des exemples de situations PEDA, des exemples de séances complètes même sur certaines thématiques. Des exemples qu'on reprend après dans la planification. Mais ça ne reste que des exemples, ce ne sont que des exemples qui doivent être adaptés à chaque groupe d'entraînement, à chaque expérience de l'entraîneur. Donc ça, sur chaque thématique, sur chaque qualité physique, on propose ce genre de choses. Donc c'est 5 éléments qu'on retrouve dans chaque fiche pratique. Donc à partir de là, je pense que tous les entraîneurs peuvent être intéressés par l'ensemble de ces fiches. La suite de l'ouvrage qui est plus centrée sur la planification de la préparation physique va être à destination des entraîneurs et même des joueurs qui veulent aller un peu plus loin dans leur pratique, dans la compréhension de leur pratique et puis dans le développement des qualités. On propose une planification de poussin deuxième année jusqu'à senior première année, donc sur 10 ans. Évidemment, hein, je mets des pincettes, il y a énormément d'adaptations à faire en fonction de son groupe, filles, garçons. Hein, on sait les différences qu'il peut y avoir entre l'âge chronologique et l'âge biologique, entre les filles et les garçons. Tout ça c'est très bien expliqué dans l'ouvrage. On propose des choses, on donne des recettes, mais évidemment, il faut s'adapter à son groupe, au développement de son groupe, de ses joueurs, et puis à son expérience également. Donc voilà, on va jusqu'à proposer dans le détail, là c'est juste un exemple, hein, dans le détail, là c'est une année, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire par cycle d'entraînement et par semaine en capacité aérobie, en vivacité, en disponibilité motrice. Et vous allez voir que ça peut être uniquement 5 minutes, hein, c'est des choses très courtes, très souvent très courtes, mais encore une fois, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il vaut mieux un petit peu très souvent, dans la continuité, que de vouloir faire des gros volumes d'entraînement en préparation physique et que ce ne soit pas vraiment continu, surtout chez les jeunes. Voilà.
Donc, pour terminer sur cet ouvrage, juste vous dire que pour moi, c'est un outil vraiment qui, j'espère, sera très pratique pour tous les entraîneurs, les joueurs qui veulent s'intéresser à leur pratique. Un outil déjà dans un premier temps de connaissance et qui peut simplement permettre à chaque entraîneur de quantifier la charge de chacun de ces exercices. Rien que pour ça, ça peut être déjà un premier élément de compréhension. Voilà, je mets en place une petite situation de 2 contre 1, 3-4 minutes. Ben, je sais que ça va avoir un impact sur l'aérobie, sur les qualités musculaires du joueur. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, ça permet bien sûr de construire des exercices, des situations quand on veut aller taper, quand on va aller développer une qualité, quand on veut aller travailler sur de la disponibilité motrice, ben on va trouver dans cet ouvrage des éléments très pratiques. Le troisième niveau, ben, ça permet de programmer sur un cycle, et là c'est en lien avec ce que propose aussi Fred dans le deuxième ouvrage. Dans un cycle, programmer un développement des qualités physiques, et puis quand on va plus loin, à plus long terme, planifier le développement à plus long terme des joueurs quand on veut plutôt s'engager dans une pratique d'accession au haut niveau ou vers le haut niveau. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je ne sais pas si on pose les questions, on pose les questions à la fin des trois, des deux, Oui, ce des serait trois mieux, oui. présentations, hein. Ouais, ok, ça marche. Je continue, Fred, sur le. Eh bien, je veux bien que tu gardes la main là sur Ouais. le PowerPoint si ça ne te gêne pas de poursuivre le partage. Je vais vous proposer, moi, une présentation un tout petit peu différente et peut-être moins riche dans le détail du contenu. Comment est né déjà cet ouvrage? J'ai commencé à organiser et à coordonner le DE en 2012. Et sans faire injure à la fédération, il y avait le dispositif jeune qui était là, mais la construction d'un entraîneur était quand même une page bien blanche, d'un blanc immaculé ou presque, et il a fallu tout construire. Et au fur et à mesure des années, de tous les échanges que j'ai pu avoir, à un moment, je me suis dit, mais il est important que j'arrive à mieux comprendre encore ce que je propose. Et ma façon à moi, c'est d'écrire. D'autres font de la vidéo, d'autres font des chansons, d'autres font encore d'autres choses. Moi, c'est d'écrire et ça en est devenu à un moment un bouquin parce que toutes les interactions, que ce soit avec Formabad, mais avec l'ensemble de ceux qui sont passés dans la formation et qui m'ont énormément aidé à structurer et à comprendre tout ce que je souhaitais faire passer, à le faire émerger vraiment de belle manière, m'a conduit à pouvoir écrire ça. Pourquoi c'était important en même temps de proposer ce type de choses? Vous l'avez vu sur la préparation physique, on ne fait pas les choses sans réflexion, sinon on fait un peu n'importe quoi et on se rend compte sur les derniers mots de Vincent que quelques minutes peuvent suffire à un moment pour acquérir des choses, quelques minutes répétées, parce que vraiment entraîner, c'est un vrai métier qui demande de la réflexion et tout ce que je sens en début de formation, c'est que les stagiaires généralement se demandent s'ils vont pouvoir remplir toutes leurs séances tout au long de l'année, est-ce qu'ils vont avoir assez de contenu, ils partent dans tous les sens parce qu'ils passent du coq à l'âne et de l'âne au coq à toute vitesse. Ils se demandent toujours s'ils peuvent être inventifs, innovants, créatifs. Et en fait, on se rend compte que dès qu'on réfléchit un petit peu, si on est le patron dans son gymnase, si on est même un patron très solitaire, parce qu'on est tout seul généralement dans son gymnase avec ses adhérents, ils ont l'impression peut-être qu'on connaît tout. On a peut-être à un moment l'impression qu'on connaît énormément de choses, et puis on se rend compte, et à travers la méthode que j'ai développée, on se rend compte qu'on est tout petit comme tout le temps. Ça permet de se dire, prenons du recul et comprenons que simplement notre travail, notre réflexion, notre capacité à faire des liens avec beaucoup de choses nous permet d'aller beaucoup plus loin et de permettre à tous nos joueurs et à tous ceux qu'on croise d'évoluer et de s'épanouir. Alors, une fois qu'on a dit ça, la réflexion, elle va aller vers où? Bien sûr, il va falloir qu'elle ait un petit peu de contenu.
et quel est du contenu d'une certaine manière dans la direction dans laquelle on veut aller. Le sens du jeu, le sens du duel. Je vois tellement en début de formation de situations pédagogiques qui sont proposées et qui malheureusement n'incluent absolument pas le sens du jeu et le sens du duel. La logique interne est complètement absente de ce qu'il faut. Le grand terme que l'on a, c'est il faut de la régularité, mais on ne sait pas quelle régularité il faut prendre. Est-ce que c'est la régularité dans le risque ou est-ce que c'est la régularité dans le non-risque, avec des volants qui passent tellement au-dessus du filet et qui arrivent tellement court au fond du terrain, c'est-à-dire que c'est même plus au fond du terrain qu'en fait il n'y a plus de sens du jeu du tout. Et une fois qu'on comprend ça, eh ben on se dit pourquoi est-ce que dans ma réflexion, je n'intègre pas d'emblée cette partie-là. Clarifier son message, le mot message est quelque chose que moi j'ai porté, mais que vous pourriez appeler intention de jeu, sans problème. C'est de savoir, mais qu'est-ce que je dis aux joueurs qui va leur permettre de comprendre le badminton? Généralement, on leur disait, jusqu'à très récemment, beaucoup d'éléments de nature très, très technique, alors qu'en fait, ce qu'ils ont besoin de comprendre, c'est où est-ce que je mets le volant pour emmerder l'autre? Parce qu'évidemment, c'est l'adversaire qui doit nous gouverner tout au long des choses. Et là, on retrouve le sens du jeu et le sens du duel. Et pour ça, et moi, ça, je ne l'ai pas vu dans toute la littérature que j'ai pu lire, je n'ai pas vu une seule méthode qui permet de construire un entraîneur et qui permet à un entraîneur de construire des choses. Il y a plein de bouquins sur construire un joueur. Et nous en avons à travers les PFJJ, à travers le dispositif jeune. Mais comment est-ce que l'entraîneur doit s'approprier ces choses-là pour arriver à en faire quelque chose qui a un vrai sens pour les adhérents de son club? C'est une autre histoire. J'ai vu plein de bouquins de très grands entraîneurs dans toutes les disciplines qui racontent leur quotidien. Mais quelque part, ils nous disent jamais comment ils font. Ils nous disent que ça c'est important, mais comment est-ce que je l'intègre dans ma culture et dans ma pratique? Et puis, vous avez plein d'autres bouquins également qui vous délivrent toutes les qualités que doivent avoir des entraîneurs. Alors, c'est très bien, on doit savoir s'adapter. Oui, mais comment on fait? On doit savoir ceci. Oui, mais comment on fait? Et comment fais-tu, toi, entraîneur, qui me dis que c'est important? Et donc, le but de cet ouvrage, c'est d'aller creuser dans ces veines-là pour, d'une certaine manière, donner un mode d'emploi, d'où le sous-titre qui dit méthode, et puis des conseils à côté pour se construire et construire réellement une tête d'entraîneur et pas savoir passer de sa tête de joueur, de sa peau de joueur, à sa tête ou sa peau d'entraîneur. Évidemment, pour tout ça, il faut maîtriser les outils pédagogiques et il faut en comprendre le sens. Je vais dire de manière caricaturale, le multivolant est quelque chose de fortement utilisé. Évidemment, le sens du jeu avec le multivolant est un peu plus complexe que dès qu'on est en volant continu. Alors pourquoi s'escrimer à faire du multivolant à n'importe quel moment? Est-ce qu'on a bien compris pourquoi l'outil pédagogique nous aidait à aller plus loin? Je veux bien que tu passes la suivante, Vincent, s'il te plaît. Non, celle d'avant, ce sera bien. J'arriverai sur la méthode après. La troisième part qui existe dans ce livre, c'est de bien mettre la dimension humaine dans tout ce que l'on fait. Parce qu'évidemment, le talent, il n'est rien sans travail. Mais que ce soit le talent de l'entraîneur ou le talent du joueur. Et donc, que si on ne pousse pas avec tout ce que j'ai pu dire auparavant, les choses, par son travail, évidemment, le talent, il ne pourra pas s'exprimer à son plus haut potentiel. Pour que la dimension humaine soit claire, il faut aussi savoir observer. Observer la personne pour mieux l'accompagner. Et comme je le dis de manière qui est prise toujours un petit peu humoristique, il faut savoir voir ce qu'on ne sait pas voir. Parce que sinon, on reste dans son prisme, on reste dans sa façon d'être, on reste dans ce que l'on connaît. Or, l'important, c'est d'aller nettement plus loin que ce que l'on connaît. Et donc, observer ce qu'on ne sait pas voir, c'est apprendre auprès des autres. C'est toujours se dire que l'accompagnement, il est bien pour les autres, mais il est bien pour nous aussi. Et puis, dans la dimension humaine, l'importance est-elle le résultat ou le chemin emprunté? Je pense que plus on avance en âge dans la vie, plus on se rend compte que le résultat a une importance bien moindre que le chemin.
Bien sûr, c'est une chose intime, le chemin, qui ne peut pas toujours se raconter, qui ne peut pas toujours être compris par les autres parce qu'ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Mais c'est ça généralement qui vous gouverne, c'est ça qui fait vos souvenirs. Le résultat, sans souvenir du chemin emprunté, une belle victoire, c'est le chemin qui fait la belle victoire, ce n'est pas juste le résultat final. Je veux bien la suivante, Vincent, s'il te plaît. Alors, un petit focus quand même sur la méthode. Une méthode, mais d'un classicisme, j'allais dire, éculé. C'est juste une méthode projet d'une certaine manière. La première chose, c'est de faire un diagnostic. Pour faire un diagnostic, on recense tout ce dont on a besoin quand on veut réaliser et traiter un sujet de badminton. On veut faire on veut jouer sur la défense, on veut être sur le jeu au filet. Eh bien, rassemblons et ordonnons tous les éléments qui vont faire que ce sujet montre sa richesse. Généralement, quand on dit défense, la première image que l'on a, et c'est pour ça que je marque ne pas s'arrêter à la première image que l'on a en tête, c'est généralement quelqu'un qui fait un gros smash d'un côté avec une défense et on est au milieu du terrain. Est-ce que c'est ça, simplement défendre sur un terrain? Est-ce qu'on est en simple? Est-ce qu'on est en double? Et à partir de là, quand on commence à creuser les choses, on se dit, ah oui, j'ai peut-être beaucoup plus à travailler et à comprendre comment s'organisent tous les éléments d'un sujet avant de m'engager et de prendre, et puis peut-être au final de faire des séances qui, au fur et à mesure, n'auront pas de sens entre elles, parce que comme je n'ai pas bien réfléchi au départ, je me laisse embarquer par ce que je vois après, et se laisser embarquer n'est jamais une bonne chose. Mais une fois qu'on a tout recensé, évidemment, on ne va pas tout faire d'un coup. Alors ça peut faire j'allais dire des pages et des pages ou des colonnes et des colonnes d'ordinateur, puisque moi je propose de mettre les choses en colonnes, en commençant par recenser tous les messages qui pourraient être intéressants. Si on prend le mot défense, quels seraient tous les messages de badminton que j'aurais besoin que j'aurais envie de faire passer? Quelles sont toutes les situations de jeu qui sont importantes et qui traduisent la défense? Quels sont toutes les observables qui vont faire qu'à un moment donné, je vais être mieux en capacité de pouvoir travailler sur la défense et faire travailler mes joueurs? Quels sont tous les déplacements qui vont avoir du sens? Et on pourrait rajouter, chose que je ne faisais pas au départ, mais qui mérite bien sûr, toute la dimension physique qui fera qu'à un moment donné, on sera peut-être encore plus fort sur la question de la défense. Mais on peut aussi ajouter toute la préparation mentale, parce qu'évidemment, toute cette dimension mentale qu'on a toujours eu du mal, même si on commence aujourd'hui à l'appréhender beaucoup plus, mais cette dimension, moi, que j'appelle plutôt psychologique pour montrer tout l'impact que ça peut avoir, elle est aussi importante et on a besoin de faire passer des éléments de ce côté-là. Les éléments mentaux, quand on est sur des variables émotionnelles, sur de la gestion émotionnelle, ils sont très importants. Une fois qu'on a recensé l'ensemble de ces éléments, le plus important pour moi est d'abord de choisir le message, parce qu'on ne peut pas en choisir deux. On ne peut jamais atteindre deux objectifs à la fois, tout le monde le sait. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Non, c'est toujours sur la même, Vincent. Ouais. Donc le message, c'est le plus important. Une fois qu'on choisit ce message, alors tous les autres éléments dans les autres colonnes, on va les choisir en cohérence avec ce message. Évidemment, on va retenir encore une fois un certain nombre de choses et peut-être encore un peu pléthorique. Et c'est là où l'entraîneur devient et exerce clairement son métier et son discernement, c'est qu'il va prioriser ce qui lui paraît important. Et notamment, en défense, vous avez un certain nombre de situations de jeu qui vont illustrer cette défense, même si on reste au milieu du terrain avec un gros smash en face, mais un smash droit et un smash croisé, évidemment, ne donnent pas tout à fait la même chose comme réponse et comme situation de jeu. Et donc, une des situations deviendra une situation de référence qui permet à un moment donné de pouvoir évaluer ce qui va se passer. Et sur la priorisation, on veut tellement leur apprendre beaucoup de choses à la fois qu'on a toujours 1000 conseils à leur donner dans une séance. Et évidemment, les premiers mots en formation, c'est surtout n'en retenez qu'un dans la séance, voire que 2 ou 3 dans un cycle. On ne peut pas apprendre 1000 choses aussi vite. Je leur dis souvent, mais est-on capable d'apprendre une seule discipline, qu'elle soit sportive, culturelle, musicale, tout ce que vous voulez, scientifique et autres? Est-ce qu'on peut apprendre une discipline en un an? Bien évidemment non. Même en une vie, on n'a pas le temps d'en faire le tour.
Alors ne soyons pas pressés, ayons juste du discernement pour être capable de savoir prioriser ce qui nous paraît important et de comprendre pédagogiquement comment le faire. Et généralement, quand on a fait ces trois étapes de la méthode et qu'on en est à la priorisation, eh bien, on se rend compte que de savoir qu'on va d'abord apprendre le coup de libre, pour donner un exemple hein, sur la priorisation des observables, on commence par apprendre le coup de libre avant d'apprendre la fente et puis le troisième, je ne sais pas comme ça, l'équilibre avec le bras équilibrateur. Une fois qu'on a déterminé l'ordre et qu'on sait réellement où on veut venir, alors définir combien de séances il faut consacrer à chacun des éléments devient beaucoup plus simple. Montrer la progression pédagogique et la cohérence de notre progression pédagogique devient extrêmement simple sur les deux versants. L'un sur le versant technique en se disant ben voilà pourquoi j'organise les observables de cette manière-là et pourquoi je mets 2 séances sur l'un, 3 séances sur l'autre, 2 séances sur le suivant. Et sur la situation de jeu qui est l'aspect qu'on va dire tactique, de compréhension du jeu, eh bien on la décortique, on la sépare en autant d'éléments qui nous paraissent importants à faire apprendre. Est-ce qu'il faut que je sois au filet pour d'abord reculer et puis réavancer dans le terrain? Ou est-ce que d'abord j'apprends à avancer dans le terrain? Ou est-ce que j'apprends encore un autre élément? Une fois qu'on a déterminé ça, la progression pédagogique se fait de manière très naturelle. Que vous reste-t-il derrière à faire? Ça, le bouquin ne le précise pas parce que là, il y en a beaucoup qui disent tout ce qu'il faut mais vous n'avez plus qu'à construire vos séances dans le contenu réellement en disant par quoi je commence comme exercice, lesquels je prends, que vous les trouviez dans le dispositif jeune, dans les PFJJ ou ailleurs. Ça, je sais que vous en êtes riche. Moi, la méthode, elle vous permet de rendre cohérent tout ce que vous faites et de vous forcer à bien analyser cette cohérence pour vous permettre d'être solide dès qu'une question peut être posée et surtout de vous dire je sais pourquoi je ne donne que un ou deux conseils dans la séance, voire dans le cycle, et non pas tout un ensemble de conseils. Je veux bien la suivante, Vincent, s'il te plaît. Eh ben, c'est le suivant. Voilà, ça, je m'arrête là sur devenir un meilleur entraîneur. Il y a des exemples et un peu de pratique qui est proposé dans le livre. Il y a tout un chapitre, et c'est ce que j'ai appelé autour de l'humain, sur qu'est-ce qu'un entraîneur, comment on peut construire son modèle, mais qu'est-ce qui vous gouverne. J'ai utilisé 3 mots, gagneur, épanouisseur et chercheur créateur. J'ai jamais su me départager sur ces deux-là, donc j'ai préféré les garder ensemble. Et ça, c'est le triptyque, c'est un trépied. Si vous, si vous avez une hypertrophie de l'un des trois, vous vous cassez la gueule obligatoirement. Si vous avez une hypertrophie de deux, ou plutôt une hypotrophie de l'un des trois, vous avez un équilibre qui reste très précaire. À partir du moment où vous avez un bel équilibre entre les trois, c'est que généralement vous avez un bel équilibre dans votre tête et dans ce que vous voulez faire passer. Et là, il n'y a pas de raison que tout ce que vous mettez en place ne marche pas. Le deuxième bouquin, son histoire est un peu particulière, hein. Elle n'était pas du tout prévue pour que ça soit édité par la FFBAD au début. J'avais rencontré une collection dans une autre édition qui faisait les 101 mots de. Et je leur avais proposé les 101 mots de l'éducateur sportif. Et puis, au fur et à mesure des discussions et des embêtements qu'il pouvait y avoir, ils se sont retirés du projet. Et donc, en revenant vers la fédération, on s'est dit que ça valait sûrement le coup de publier ça. Pourquoi? Parce que dans nos pratiques, et là, j'allais dire, je me fais piéger moi-même parce que je vous ai employé un grand nombre de mots. Et pour moi, c'est la projection de mon évidence. Pour moi, tout ce que je vous ai dit est d'une limpidité et d'une facilité sans nom. Mais évidemment, vous l'avez reçu en vous disant et en interprétant les mots que j'ai pu utiliser à l'aune de vos expériences. Mais si on n'y fait pas attention quand on est dans le gymnase, on lance un exercice et en fait, il est très flou et on s'aperçoit qu'il y en a toujours qui n'y arrivent pas et qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Alors, par certains, parce qu'ils n'ont pas écouté et qui veulent absolument vous mettre en rogne, mais d'autres parce que votre clarté n'est pas la leur. Parce que quand on lit des titres de bouquins, quand on lit des titres de conférences, quand on lit des titres de films, de tout ce que vous voulez,
ben, on a l'impression qu'on se dit « Ah ouais, c'est bien celui-là qui m'intéresse ». Même des titres de webinaire, à un moment donné, on se dit « Ah, c'est celui-là qui m'intéresse ». Et puis on l'écoute et on se dit bah, « J'ai perdu mon temps ». Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Tout simplement parce que les mots ont une résonance qui n'est pas celle que nous avons nous, mais c'est une autre résonance qui était proposée. Et puis ça, vous le savez aussi, hein, les consignes qui sont incomprises et ainsi de suite, on le voit. Donc on a plein de mots comme ça qu'on utilise et on ne sait pas en fait ce qu'on met derrière. J'ai pris 3-4 exemples là. La performance. Est-ce que si on faisait un débat sur la performance, on n'y arriverait pas? Et que se passe-t-il en fait quand je suis en formation? J'adore mettre un sujet sur la table et puis le laisser vivre pendant 5-10 minutes. Et au bout de 5-10 minutes, même quand on a l'habitude, les gens se font piéger en se disant mais peut-être on aurait dû définir le mot au début, les 2 ou 3 mots-clés de la question posée. Et dès qu'on commence à les définir, tout d'un coup, la discussion prend une richesse complètement autre. Parce qu'il n'y a plus d'obscurité. On arrive à mieux comprendre pourquoi l'autre dit quelque chose, pourquoi l'autre exprime ce point de vue-là. Et lui, évidemment, comprend pourquoi vous exprimez ce point de vue-là. Donc la performance, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un dépassement de soi? Est-ce que c'est juste un résultat? Est-ce qu'elle est de nature humaine? Est-ce qu'elle est de nature technique? Où est-ce qu'est la performance? Qu'est-ce qu'on en attend réellement? Qu'est-ce qu'elle signifie réellement quand vous en parlez à des joueurs? Alors quand vous en parlez à l'INSEP, c'est une chose, quand vous en parlez en pôle espoir, c'est autre chose, mais quand vous en parlez dans votre club, c'est encore autre chose. Voilà. Si on ne sait pas l'exprimer, on a perdu. L'entraînement. Qu'est-ce que l'entraînement pour un entraîneur? Qu'est-ce que l'entraînement pour un adhérent? Mais évidemment, on n'est pas dans le même monde. Certains disent je vais à l'entraînement pendant que d'autres disent je vais m'entraîner. Et tout le monde comprend cette distinction sémantique. Jusqu'où elle nous fait raisonner et avoir une attitude et un comportement pendant la séance en elle-même. Et je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé en tant qu'entraîné face à des joueurs, face à des partenaires d'entraînement qui ne mettaient pas toute la hargne que vous attendiez. Et à ce moment-là, vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Le mot objectif, vous savez que tout le monde utilise le mot objectif dans toutes les sauces. Ce qui est insupportable, c'est d'avoir un objectif principal, un objectif secondaire, un sous-objectif. Et en fait, tout est objectif, mais on ne sait pas pour qui il est. Il est pour l'entraîneur, il est pour l'adhérent, il est pour quelqu'un d'autre. Et tant qu'on n'arrive pas à clarifier ça, ben on n'y passe pas. D'où moi j'ai utilisé le mot message, parce que le mot message, c'est obligatoirement quelque chose que l'on transmet, quelque chose que je transmets au joueur qui vient s'entraîner. C'est lui à qui je veux transmettre ce message, d'où l'appellation que j'ai utilisée. Et le mot projet, vous savez aussi, comme moi, que ce mot est à tellement de multiples valences. Certains font des actions, mais pensent que c'est un projet. Mais c'est un projet de quoi? On ne sait pas de quoi il est le projet. Le mot projet en lui-même ne suffit pas. Voilà pourquoi j'ai voulu, et je me suis amusé, parce que c'est un amusement, ça a été un amusement d'écrire cet ouvrage sur 100 mots-clés qui sont, pour les pointilleux, 102 en fait dans le livre. J'ai souhaité les écrire. Alors, ce n'est pas juste une définition qui m'a intéressé, parce que la définition, c'est 3 lignes, comme dans un Larousse ou dans un petit Robert, mais ça ne m'a pas intéressé. C'est plutôt d'essayer de lui donner corps, de lui donner vie, et toujours de lui donner une dimension humaine. Toujours de montrer comment l'humain est au cœur de ces mots-là. Pour terminer, je prends d'autres petits exemples qui montrent que les modes d'emploi ne sont jamais là. Là, on est plus sur le coaching. Ils n'entrent pas dans le cadre du livre, je ne les ai pas écrits, mais il y en a plein de mots que vous utilisez tous les jours quand vous faites du coaching en disant lâche-toi. Qu'est-ce que ça veut dire et comment je fais? Ben, personne ne le dit et personne ne le sait. Si on n'y réfléchit pas, ben, on dit des mots comme ça qui n'ont pas de sens. Donc lâche-toi, libère-toi. À la fin de certains points, on dit ah oui, c'est ça. C'est ça quoi? Qu'est-ce qu'on entend par ces mots qu'on utilise? Et je pense que l'entraîneur, c'est-à-dire dans sa dimension professionnelle, a besoin de mettre du vrai sens dans ce qu'il fait et donc a besoin d'être très attentif à ce qu'il dit et à faire passer ses messages, éventuellement également sur les mots qu'il emploie, pour être sûr d'être bien compris et qu'il n'y ait pas de trop gros décalage avec tous ceux avec qui il dialogue.
Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la première étape de présentation de vos ouvrages est passée, donc merci. Et on souhaiterait effectivement maintenant donner la parole à toutes les personnes présentes avec des questions, avec des interrogations, voire des développements. Alors, j'avais dit de poser les questions dans le chat tout à l'heure. On est une vingtaine de personnes, donc je suppose qu'il n'y a pas 20 intervenants immédiatement. Donc, on va pouvoir simplement ouvrir le micro, permettre aux gens directement de poser la question, si vous voulez bien, de sorte à ce que l'intervention soit plus interactive. Voilà, écoutez, allez-y, lancez-vous. Vous avez 2 experts en face de vous et c'est le moment de leur poser vos questions. Alors, peut-être pour justement commencer à amorcer la discussion, j'aimerais, Vincent et Frédéric, tous les deux un petit peu vous interpeller sur la notion de volume. Alors, Vincent, tu en as parlé un petit peu, volume d'entraînement, et on a coutume de dire que pour faire un joueur de haut niveau, il faut, avant 16 ans, avoir fait 1500 heures d'entraînement. Et donc, est-ce que là, au-delà de cette présentation, est-ce qu'on n'est pas lié un petit peu à cette difficulté qui est de viser le haut niveau alors que derrière, il y a des contraintes importantes en termes de volume pour y arriver? Si tu veux, Vincent. Hein. Ouais. Je vais faire le lien avec l'ouvrage, hein, toujours en préparation, sur la préparation physique. Ce dont tu parles, là, avant 16 ans, le volume, je pense que c'est très… ça dépend beaucoup du parcours de chaque joueur. C'est certain qu'il faut un certain volume. Je pense qu'il ne faut pas non plus se fixer… il ne faut pas se fixer des volumes barrières comme ça, mais la fédération l'a fait, hein, dans son cahier des charges. Pour chaque catégorie d'âge, il y a un volume minimum qui permet d'accéder au plus haut niveau. Sur la préparation physique, justement, ce qu'on apporte dans l'ouvrage, c'est d'essayer de se dire comment on peut optimiser nos volumes d'entraînement pour être le plus pertinent possible, en sachant très bien qu'un enfant, un Français de 9, 10, 11 ans, on ne va pas lui demander de s'entraîner 25 heures par semaine. Donc, évidemment, que quand on a tous en tête les pays asiatiques qui s'entraînent énormément, j'y suis allé très, très, très souvent, et notamment depuis que je suis entraîneur. Il se pose moins la question de savoir à quel moment il faut le faire, comment il faut le faire, parce que de toute façon, le volume de pratique est tellement énorme que de toute façon, on l'aura. Donc nous, justement, il faut qu'on ait une réflexion beaucoup plus pertinente, et d'autres disciplines le font, d'autres pays le font très bien. Nous commençons à le faire très bien aussi en France, où on se rend compte qu'avec un volume, moi je suis toujours impressionné de voir que des jeunes joueurs français, ou même dans d'autres disciplines, arrive à être concurrentiel. Alors évidemment, il y a beaucoup moins de joueurs, mais à être concurrentiel avec un volume d'entraînement beaucoup moins élevé. Voilà, maintenant, il y a beaucoup moins de joueurs. Il y a aussi des notions de volume de pratiquants qui sont à mettre en parallèle. Mais justement, dans l'ouvrage, on essaie d'aller sur des préconisations pour optimiser au maximum ces temps de développement des qualités physiques pendant notamment l'échauffement, qui est vraiment un élément très important, où il faut vraiment maintenant qu'on mette un focus là-dessus, parce que les 15-20 minutes d'échauffement dans toutes nos séances sont 15-20 minutes qui ne doivent pas être perdues, qui doivent être vraiment optimisées. Donc aussi bien chez les plus jeunes pour de la maniabilité, pour tous ces éléments-là, mais aussi à tous les niveaux de toutes nos séances est optimisé. Donc quand on demande à un joueur de Club Avenir de faire 4 séances par semaine, c'est 4 séances qui débutent du début dès qu'il rentre dans la salle jusqu'à ce qu'il sorte de la salle. Donc il faut optimiser ces temps-là, parce que
On n'a pas, encore une fois, on n'a pas le volume d'entraînement de certains pays et on ne l'aura jamais. Et ce n'est pas du tout l'objectif qu'il faut se donner. Moi, je compléterais, je ne sais pas d'où sort ce chiffre de 1500 parce qu'il me semble que dans le dispositif jeune de 6 à 15 ans, on est à des volumes bien plus élevés proposés par la fédération. On est à beaucoup plus de 1500 heures possibles si on était dans l'idéal de ce que propose le dispositif jeune, hein, bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant de mettre ce volume en regard, qu'il soit de 1500 ou d'un peu plus, voire de beaucoup plus d'ailleurs, quand on est dans des structures encore plus fortes, par rapport à ce que je propose dans le livre en termes de méthode, ça ne peut que forcer à faire un recensement bien plus consistant de ce qu'on doit faire. Ça ne peut que forcer à mieux comprendre pourquoi je sélectionne telle et telle chose et à aller dans le détail et ne pas rester à sa première idée, parce que sinon très vite on se répète de manière un peu caricaturale peut-être. Je dis souvent que si vous avez des entraîneurs qui tournent de club en club tous les 2 ans, c'est que quelque part à un moment, ils sont déjà vides avant d'avoir commencé. Et s'ils sont vides, c'est parce qu'ils reproduisent systématiquement les mêmes choses et qu'en fait, ils ont 2 ans de travail devant eux. Après, ils ne savent plus. Et pour ne pas se faire piéger, ils préfèrent bouger parce qu'on se rend compte qu'ils n'arrivent plus à apporter quoi que ce soit. Et en fait, la méthode, elle est là pour ça. Elle est pour se dire, mais punaise, qu'est-ce que c'est riche le badminton? Pourquoi est-ce que je ne pense pas à tout ça? Et à partir du moment où on ne formalise pas, eh bien, toute cette dimension de richesse, ben, quelque part, elle s'évapore plus vite qu'elle n'est arrivée. Et c'est ça l'intérêt, parce qu'une fois qu'on a rempli ces cahiers avec toutes les colonnes que je propose, ben, les cahiers, ils restent, ou les ordinateurs restent. Hein. Tant mieux si on le fait sur ordinateur aujourd'hui. Moi, j'aime bien les cahiers, mais les ordinateurs sont très bien. Mais tant mieux que ça reste pour l'année d'après, continuer à en rajouter. Parce qu'évidemment, le badminton étant tout le temps en mouvement, il faut que nous soyons tout le temps en mouvement. Donc, très bien cette question de volume pour se dire, ah ben oui, c'est parce que j'ai autant de volume que ça pour construire quelqu'un qu'il va être nécessaire d'avoir cet approfondissement et cette réflexion. Et vous vous rendez compte que la méthode, c'est pas construire des séances. C'est tout ce qui se passe avant pour être sûr que les séances aient du sens. Et ça n'est décrit nulle part pour le moment. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, je lis une question qui vient d'être notée dans le chat. Ces livres peuvent-ils être à destination des animateurs, jeunes ou adultes? Voilà. Est-ce que, en fait, tout public, tout entraîneur, qu'il soit en formation, mais peut-être aussi un bénévole, est-ce que ces livres peuvent apporter à l'entraîneur, quel que soit son niveau d'expertise et son niveau d'investissement? Moi, je dirais que j'allais dire sans aucun problème, tout du moins pour les miens. Parce que se focaliser sur les mots, qu'on soit animateur ou entraîneur, il est important de faire attention aux mots et de bien cerner le sens qu'ils ont et de transmettre le sens que nous, on donne pour être sûr de se faire comprendre des autres. Sur devenir un meilleur entraîneur, je ne l'aurais pas appelé devenir un meilleur animateur, je ne me serais pas permis, parce que peut-être qu'il y aurait plein d'autres choses là qu'il faudrait faire, mais qu'est-ce qui empêche un animateur d'utiliser cette méthode en disant c'est quoi les messages en tant qu'animateur que je vais pouvoir faire passer? Qu'est-ce que je veux leur apprendre ou leur permettre de vivre à défaut d'apprendre? Puisqu'on n'est pas que dans l'initiation, on est en même temps dans une autre dimension. Qu'est-ce qui empêche de chercher dans cette veine-là des messages et de se rendre compte quels sont les jeux, les situations de jeu qui à un moment vont faire sens? Je suis toujours surpris de voir que d'un côté on met le ludique et de l'autre on met l'entraînement austère. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Le ludique, heureusement qu'on peut le faire à l'INSEP et heureusement qu'on peut le faire en dehors de tout apprentissage. La différence caricaturale que je fais entre l'animation et l'entraînement et l'enseignement,
C'est que d'un côté, j'apprends et tant mieux si je m'amuse, alors que de l'autre, je m'amuse et tant mieux si j'apprends. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On voit comment on met les priorités à partir de là. Mais il y a plein de bouquins qui sortent avec des jeux pour le badminton. Et on a l'impression, même parmi les entraîneurs, que ces jeux-là ne doivent être que ludiques. Mais si vous prenez, je ne sais pas comment vous l'appelez dans chacune de vos régions, mais le carré magique, le carré danois, le carré, le double danois, le double suédois, enfin, il y a tellement d'appellations pour chacun a son quart de terrain et doit le sauvegarder. On a un nombre de points au début et il ne faut pas tomber à zéro parce que sinon, évidemment, on perd. Qu'est-ce qui empêche de travailler et de demander à l'entraîneur d'avoir des exigences vis-à-vis des joueurs et que ce ne soit pas simplement un moment de défoulement et d'amusement? Qu'est-ce qui empêche l'animateur de savoir le mettre dans un contexte d'animation, mais tout en faisant que on va pouvoir arriver à quelque chose d'un peu différent que simplement 4 joueurs qui jouent sur un terrain sans avoir de consignes particulières? Si on réfléchit un tout petit peu à ça, mais on change complètement sa façon de regarder les choses et de les proposer, et on leur donne un vrai sens. Et je pense qu'à ce moment-là, l'ensemble de nos adhérents pourront y arriver. Donc, pour moi, ma méthode, cette méthode décrite-là, qui n'est pas une méthode personnelle, hein, elle est reprise de plein d'autres choses et adaptée à cette dimension sportive, bien sûr qu'elle peut s'adapter aux animateurs, mais pour moi, sans aucun problème. Vincent, tu veux compléter ou... Oui, bah, évidemment, l'ouvrage sur la préparation physique est un petit peu moins adapté que les deux autres, et encore, hein, pour moi, ça reste des éléments de connaissance, même pour un animateur. Alors, on n'a pas, dans l'animation, on n'est pas trop sur de la préparation physique, mais les éléments de connaissance sur l'impact de tout ce qu'on peut mettre en place dans une séance, l'impact physique que peut avoir sur le groupe, ça me paraît essentiel. Et puis, encore une fois, comme l'a dit Fred, il y a beaucoup aussi de ludique dans ce qu'on propose, notamment sur tout travail de vivacité et de travail de disponibilité motrice, qui est un travail adapté aux plus jeunes, qui est tout à fait adapté également à un adulte loisir ou à un jeune loisir. Mais en premier lieu, c'est un élément de connaissance. Un élément de connaissance sur, voilà, je mets une séance d'un type nouveau, ok, j'ai la connaissance que cette séance va avoir un impact quand même important au niveau musculaire et en fonction de mon groupe, 20 ans, 40 ans, plus expérimenté, sportif ou pas, je saurai répondre plus facilement. Donc, évidemment, un animateur ne va pas travailler sur de la planification de la préparation physique, mais moi, ça me semble essentiel que même à ce niveau-là, on ait ce niveau de connaissance-là. Ok. Autre question dans le chat. Y a-t-il un projet d'ouvrage sur la préparation physique spécifique pour le public adulte et senior? Donc, est-ce que vos travaux vous ont encouragé à poursuivre vos réflexions et voilà, est-ce que vous visez d'autres publics que le public jeune? Alors, je vais commencer après Fred. Il n'y a pas de projet actuellement d'ouvrage sur la préparation spécifique pour le public adulte et senior. Évidemment, nous, à la fédération, on est focalisé beaucoup sur les plus jeunes, mais tout ce qu'on propose dans ces ouvrages et ces dispositifs, alors Fred, lui, les ouvrages de Fred sont adaptés tout à fait aux adultes, mais l'ouvrage sur la préparation physique peut s'adapter avec un petit peu de travail derrière à un entraînement d'adulte, hein, sans problème. Par contre, un ouvrage qui irait aussi loin dans la planification sur de la préparation physique vraiment spécifique d'un joueur de badminton adulte, ça, ce n'est pas dans les projets actuellement. Il faut savoir que c'est actuellement un des seuls, moi je ne connais pas, je n'ai pas encore vu d'ouvrage de préparation physique en français spécifique badminton chez les jeunes. Chez les adultes, il y en a très peu aussi. C'est peut-être un manque. Il faudrait peut-être qu'on travaille là-dessus également. Sur les miens, il n'y a pas de souci. Adulte ou jeune, il n'y a pas de limite d'âge là. Hein.
développer une méthode pour donner une cohérence quelque part, Ouais, ça franchement, il n'y a aucune réserve de ce côté-là. Alors là, j'ai une longue question. Donc, l'aspect ludique du jeu est souvent recherché par les jeunes joueurs. Du coup, leur investissement lors des séances est moyen ou faible. Certes, ils progressent, mais très peu et lentement. Ils semblent souvent se contenter de cela et manquent d'ambition car la compétition n'est pas leur moteur. Il m'est personnellement difficile, entre parenthèses par manque de pédagogie sportive peut-être, de leur insuffler ce goût du dépassement de soi. Ce point particulier se rencontre de plus en plus dans mon club. Je n'ai que 2, 3 jeunes qui ont le goût de la compétition sur une vingtaine. Et cette dynamique positive a du mal à se reprendre. Cette méthode permet-elle de donner des pistes pour enrayer ce manque d'envie? Merci. Je trouve qu'il y a plusieurs choses dans tous les propos, dans ce long message. Leur investissement est peut-être moyen ou faible. Je trouve que c'est toujours extrêmement difficile de savoir quel est le vrai investissement des gens. Même en regardant leur tête, on n'arrive pas toujours à savoir. Évidemment, j'ai un certain âge, j'ai des fils qui sont âgés maintenant, et avec l'un d'entre eux, j'ai toujours eu une difficulté pendant un long moment jusqu'au moment où on s'est dit les choses avec lui. Je pensais qu'il n'était jamais à fond. Et en fait, un jour, il me dit, en plein match, il me dit, mais je suis à fond, je n'en peux plus. Pour moi, il ne l'était pas. Et donc, comprendre l'implication des gens est toujours très compliqué. Tout comme l'implication des bénévoles dans des clubs à un moment donné, jusqu'où les gens, ça leur demande du temps, alors que nous, on a l'impression que ça ne demande pas de temps. Juger de l'implication est toujours très compliqué. La deuxième chose que je vois, c'est de se demander, et là, ça rejoint ça, c'est le goût du dépassement de soi. Est-ce que réellement, ils ne cherchent pas à se dépasser? Alors moi, la méthode, pourquoi je pense qu'elle répond d'une certaine manière à ça? Je ne connais pas la personne là, qui a écrit. Mille excuses si on s'est déjà rencontré et que je n'ai pas retenu un de nos échanges. Je pense qu'à un moment donné, jusqu'où ce qu'on a construit comme séance, avec la cohérence et est-ce qu'ils ont compris, ces jeunes, jusqu'où ça les emmenait, qu'est-ce que l'entraîneur voulait leur proposer, mais à la limite, est-ce qu'on a fait le chemin inverse? Dans quelle mesure ils ont ils sont acteurs de ce qu'ils font? Est-ce qu'on leur a demandé ce qui se passait? Je pense que plus on donne de cohérence à ce qu'on l'on fait, plus le contenu est solide, et plus le contenu est solide, moins il y a de raisons que les gens n'y adhèrent. Mais il y a une possibilité d'arriver à comprendre les choses, c'est d'inverser le discours. On se rend compte que toutes nos séances sont des cours magistraux, c'est-à-dire ce sont des grandes conférences où on décrète que voilà l'exercice, voilà comment vous devez le faire, il dure 5 minutes, point à la ligne, on passe au deuxième et ainsi de suite jusqu'à la fin. On n'est jamais dans autre chose. Mais si on inverse un peu la communication et qu'on demande aux gens, mais tu t'es donné à fond là? Qu'est-ce que tu as compris des choses? Jusqu'où tu es allé? Généralement, ils vous disent, non, non, je n'étais pas à fond. Et vous leur dites, mais pourquoi? Et là, à ce moment-là, ils commencent à se rendre compte du pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Et peut-être qu'à partir de là, on peut arriver à comprendre jusqu'où leur implication, elle est forte, elle est moins forte, elle augmente ou elle n'augmente pas. Et peut-être qu'ils vont pouvoir comprendre pourquoi ils sont là ou pourquoi ils ne sont pas là. Et peut-être que malheureusement pour certains, ils partiront, pendant que d'autres s'investiront beaucoup plus. Parce que le problème ils progressent peu et lentement, oui, c'est pas parce qu'on leur apprend quelque chose dans une séance qu'à la fin ils le savent. Et si vous reprenez tout ce que vous avez fait à l'école, c'est pas parce qu'on vous avait appris à faire une équation que vous la connaissiez à la fin de l'heure. C'est pas parce qu'on vous a appris 3 dates en histoire que vous les connaissez à la fin de l'heure non plus. Il faut parfois toute une séquence un peu longue pour arriver à s'approprier les choses.
Donc la progression, qu'elle soit lente, ce n'est pas un problème, ça. Au contraire, apprenons à comprendre que ça peut être lent et que c'est lent l'apprentissage. On est toujours à l'aune de ceux qui vont vers le haut niveau et qui réussissent sans que quelque part vous ayez fait grand-chose, si ce n'est d'ouvrir le gymnase, ce qui leur permet d'être très contents. Mais ils apprennent quasiment tout seuls et vous avez l'impression que c'est vous. C'est vers ceux qui progressent entre guillemets lentement que c'est intéressant de voir les choses. Donc pour moi, oui, la méthode, elle donne des pistes à partir du moment où on arrive à solidifier tout ce que l'on propose. Vincent, tu voulais compléter? Juste là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a aussi un pont qui est fait entre le dépassement de soi et puis le goût de la compétition. Donc, il faut peut-être aller au-delà de ça, hein. Il faut accepter que des joueurs, notamment au début, et puis ça peut changer, leur moteur, c'est comme l'a dit Fred, il faut savoir pourquoi ils sont là, quoi. Quels sont leurs désirs vraiment profonds d'être là, pourquoi ils sont là. Alors certains, c'est simplement pour être avec leurs copains, s'amuser, d'autres, c'est pour se dépenser physiquement, d'autres, c'est pour maigrir, d'autres. Mais je pense que le goût le dépassement de soi peut passer par toutes ces motivations-là, pas uniquement la compétition. Donc c'est juste ce que je voulais rajouter. Donc peut-être essayer d'aller chercher dans son groupe d'entraînement, à savoir que ces trois joueurs-là, ce qu'ils veulent, c'est faire du sport, quoi. Simplement se dépenser et être mort à la fin. D'autres, c'est s'amuser. D'autres, c'est uniquement le duel. Et puis, il y en aura peut-être que 3-4 qui seront motivés pour progresser pour la compétition qui arrive. Évidemment que nous, dans nos clubs, on a tous envie que la plupart soient motivés par la compétition. Alors ça c'est autre chose. C'est comment on fait pour les accompagner, voilà, il faut peut-être aller voir aussi ce qui se passe dans d'autres sports. On l'a tous vécu. Mais encore une fois, dans un groupe, il y aura forcément différentes motivations. Mais s'ils sont là, c'est pour quelque chose. Ils ne viennent pas comme ça, ou alors c'est les parents qui les... Voilà. Mais il faut s'y intéresser. Et c'est difficilement... je ne pense pas que 80% des joueurs d'un groupe soient uniquement là pour s'amuser avec les copains et ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là, quoi. Il y a forcément des motivations derrière, il faut peut-être aller les titiller un peu, quoi. Voilà. Peut-être qu'il faut rajouter aussi que la dimension de l'entraîneur et le fait qu'il croit à ce qu'il fait aide aussi les gens à s'investir dans ce qui se fait. Il ne faut pas l'oublier. Si on lance juste les exercices, mais qu'on ne s'attarde pas, et il faut être au théâtre quoi, en même temps. Et ça, c'est aussi des dimensions sur lesquelles on ne peut pas vraiment répondre parce que il faudrait voir en situation pour comprendre s'il y a à un moment donné quelque chose qui fait que ça ne se passe pas comme on le souhaiterait. Toute la difficulté. Mais c'est sûr, c'est plus facile de maintenir la dynamique d'un groupe de joueurs qui savent pourquoi ils sont là, qui sont à fond dans l'entraînement. Mais bon, c'est pas ce qu'on rencontre. Moi, je suis ancien entraîneur d'un club, un petit club, et c'est souvent plus difficile que l'ensemble du groupe soit tout le temps motivé, investi. Et puis, ça demande des stratégies d'entraîneurs plus complexes. Autre question, ces ouvrages par rapport aux dispositifs jeunes sont un complément pour les animateurs de badminton? Donc c'est la question. D'une certaine manière, on y a répondu tout à l'heure en demandant à travers la question qui disait est-ce que les animateurs peuvent se saisir de ces choses-là? Alors, c'est obligatoirement un complément parce que de toute façon, le dispositif jeune ne donne pas de méthode au sens de la tête de l'entraîneur. Il donne plein d'ingrédients dont l'entraîneur peut se saisir pour construire. Mais il n'y a pas toute cette réflexion préalable et donc cette méthode qui est décrite dedans. Prendre une fiche pédagogique et la faire vivre, c'est une chose. Mais avoir réfléchir à pourquoi je la fais vivre comme si, qu'est-ce que ça signifie, où est-ce que je veux aller, ça demande la réflexion préalable. Donc oui, en ça, ce sont des compléments, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ça. Hein. Je ne sais pas s'il y a des compléments particuliers ou si la personne qui posait la question voulait qu'on aborde peut-être une facette qu'on avait oubliée tout à l'heure, mais je ne vois pas d'autres là, je ne vois pas d'autres choses. Alors, moi, j'aimerais poser une question directement à Frédéric. Tu parles de mots-clés et moi, j'aimerais t'interpeller sur le langage non verbal.
Est-ce que c'est une dimension que tu as intégrée dans ton ouvrage? Parce que tu viens de citer, je l'ai relevé là, tu as parlé d'être au théâtre aussi. Bien sûr. Donc voilà, si tu pouvais un petit peu étoffer là sur le sujet. Bah, écoute, on sait l'importance du langage non verbal. Je ne suis pas italien et je ne parle peut-être un peu moins avec mes mains que ces gens-là. Mais, mais bien sûr que le langage non verbal, je ne sais pas comment vous ressentez notre enthousiasme à travers la caméra, parce que c'est toujours délicat là-dessus. Même simplement le débit et la façon de parler est aussi une chose très importante. Donc non, ce n'est pas un mot-clé qui est dans le bouquin. Je m'attache là plus aux mots qu'on utilise, mais la façon dont on dit les mots est majeure aussi pour faire passer les choses. Là, quand je dis est majeure, ben, vous voyez l'intonation que j'y mets pour essayer de faire en sorte que ce mot-là vous parle un petit peu plus ou que vous le reteniez, comme quand on le souligne dans une phrase. Donc oui, ta réflexion est tout à fait pertinente de dire que le langage non verbal a parfois énormément de signification et peut faire comprendre là où les mots n'arrivent pas à faire comprendre les choses, bien sûr. Mm. Mais moi, je suis parti du principe qu'à partir du moment où on utilise des mots, il faut absolument que ces mots-là aient le sens et soient compris par les acteurs qui sont présents à ce moment-là. Ouais. Sinon, ce sont des décalages. Ça s'apprend énormément en sociologie et en psychologie. Hein. L'apprentissage, comprendre les décalages entre les différents discours permet à un moment de pouvoir non pas faire se rejoindre, mais de comprendre pourquoi on est divergent. Et à partir du moment où on a compris pourquoi on est divergent ou pourquoi on est convergent, c'est tellement plus facile de mettre l'action en place derrière. Mm. J'aimerais juste rebondir encore, à moins que Vincent, tu veuilles compléter avec quelque chose. Non, non, mais c'est essentiel. Le langage non Oui. verbal, moi, j'y Moi, attache une grosse importance en formation. Donc, oui, mais moi, je suis frappé parce que j'ai eu l'expérience de voir plusieurs entraîneurs. Je suis frappé par ce manque de retour sur l'image que les gens se projettent. Quand je vois que on peut être sur un téléphone pendant 20 minutes dans une séance, quand je vois qu'on peut avoir une attitude qui, quand on parle de dynamisme, l'attitude de l'entraîneur qui évoque ces mots-là est tout sauf dynamique. Voilà, je m'interroge et je ne sais pas, est-ce que c'est un effet génération ou est-ce que, je ne sais pas, il n'y a pas cette attente ou en formation, Frédéric, peut-être que tu pourras nous éclairer là-dessus. C'est peut-être pas des choses sur lesquelles vous insistez ou on travaille plus sur d'autres aspects. En tout cas, je suis assez souvent interpellé étant assez souvent dans les gymnases. non, mais comme je te le disais, c'est des choses très essentielles notamment sur la formation DES, on insiste énormément. Et c'est peut-être la première chose que je regarde quand on est en situation pédagogique avec des stagiaires. Au-delà du discours technico-tactique, de ce qui est dit, c'est la façon d'être. Mais je dirais que c'est le plus compliqué à transformer parce que là, on touche à la personnalité. Alors, il y a des codes quand même, hein, comme tu l'as dit, le Ouais. téléphone, comment on s'assoit, enfin, la posture, enfin, toutes ces choses-là, surtout si on veut transmettre quelque chose à ses joueurs, notamment de la confiance. Mais pour moi, c'est essentiel, ça c'est clair. Et en formation, on essaie d'en parler, de le transmettre régulièrement. Il n'y a pas une seule fois où en situation, quand les stagiaires sont en situation pédagogique, on ne revient pas là-dessus pour dire que c'est bien ou moins bien ou qu'il faut s'améliorer. Et c'est de toute façon très compliqué parce qu'il il y a autant de façons de faire que d'entraîneur, quoi. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'il faut, il y a des limites, il y a des limites à ne pas dépasser. Et pour moi, c'est pas générationnel. C'est la relation entraîneur-entraîné d'il y a 25 ans ou d'aujourd'hui, c'est la même. Hein. Enfin, je veux dire, alors évidemment, il faut s'adapter au public qu'on a en face. Hein. Les générations ne sont pas les mêmes. Mais ce qu'ils reçoivent de l'entraîneur,
C'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'habitude d'être sur le portable qu'ils vont bien prendre que leur entraîneur soit 20 minutes sur leur portable derrière le terrain. Hein. Ça, je ne pense pas. Après. Ce sont des choses qu'on essaye d'apprendre en formation à un moment donné, hein, d'avoir la bonne attitude tout le temps. On se doit, on est quand même payé pour. On est quand même payé pour être présent à chaque seconde pour répondre à nos adhérents et à ceux qui sont dans la salle. Moi, quand je fais de la formation, personne n'accepterait que je commence à faire d'autres choses pendant. Tout comme ils n'ont pas besoin de savoir, j'arrive, tout doit être prêt. Il n'y a aucune raison que j'arrive et que je leur dise « Ah ben non, ce matin, je me suis levé, j'ai mal à la tête, ou hier, j'ai pas pu, il y a machin. » Non, je dois arriver et le professionnel doit être au bout. Les formations DE qui, depuis 10 ans, est mis en place, sûrement plus que les formations BE précédentes, permet d'aborder cette question d'être professionnel au quotidien. Il est sûr que dès que je vais les voir dans leur gymnase, il y a plein de choses qui se révèlent. Ils me disent toujours qu'ils ont fait les choses, et puis j'arrive, et comme ils sont stressés, c'est le naturel qui revient au galop, par définition, et à partir de là, eh ben, on s'aperçoit, et parce qu'ils sont dans leur contexte, ils commencent à mieux comprendre ce qui se passe, et toutes les réflexions que j'ai pu leur faire. Malheureusement, je ne peux pas y aller toutes les semaines. Malheureusement, je ne peux pas y aller 10 fois dans l'année. Donc, on voit bien la limite aussi de ces formations qui sont d'alternance. Mais comme comme les personnes sont généralement très isolées dans leur club, les présidents de club ne sont pas tous comme toi, Thierry, à être fortement impliqués. D'autres le sont, mais à leur manière. Hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas juger de l'implication. Chacun le fait aussi à son aune et en fonction de son expérience et de ses qualités. Voilà, et donc certains sont livrés à eux-mêmes et croient être les rois du pétrole, alors que bien évidemment, ils n'ont absolument pas trouvé la veine du pétrole, ni du charbon d'ailleurs. Et ils ont besoin surtout de travailler. Je vois là, il y a une question, je me permets, Thierry, Oui, vas-y, bien de sûr. la lire en même temps, hein, d'Aurélien, Oui. qui demande, mais quel est le degré d'imprégnation de cette méthode de la part des futurs professionnels qui suivent vos formations? Avez-vous constaté des biais ou perversions de la philosophie proposée lors de vos visites sur le terrain? J'allais dire, la transformation de quelqu'un, elle est très lente. Surtout quand on part d'une non-méthode ou d'une méthode tellement enfouie et cachée à une méthode qui devient explicite, sur laquelle il faut absolument faire. Un an ne suffit pas. J'espère avoir planté la graine qui fait que les gens vont pouvoir. J'ai quelques réflexions de stagiaires qui arrivent soit en fin d'année, soit 2-3 ans plus tard, puisque je les interroge toujours après, et qui me disent « Mais en fait, tu nous avais préparé pour dans 5 ans. » C'est-à-dire le temps d'arriver à assimiler toutes les choses pour en faire un vrai quelque chose. Il y en a d'autres qui m'ont dit « Mais avec ta méthode, mais j'ai l'impression que je vais pouvoir tous les jours faire quelque chose de nouveau. Je vais pouvoir à ce moment-là faire toute une vie avec ce métier-là. » Et quand on entend des choses comme ça, on se rend compte à un moment donné non pas la pauvreté, mais l'étroitesse dans laquelle on est et d'un discours ambiant qui était très fermé par rapport aux choses. D'où ce que je disais sur les entraîneurs qui tous les 2 ans changent et parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas ouvert leur esprit. Et là, moi, c'est ce que j'attends d'une méthode comme celle-là, c'est ce qu'on attend de la préparation physique telle qu'elle est proposée là, en disant il faut en faire 5 minutes ici, 5 minutes là, et vous avez toujours le quart d'heure d'échauffement qui doit être très bien investi. Moi, un entraîneur qui ne prend pas en charge l'échauffement est un fumiste. Il n'est pas normal qu'il ne prenne pas en charge l'échauffement. On n'a pas le droit de dire non, mais ils peuvent s'échauffer tout seuls, il faut qu'ils s'assument. Bien sûr, mais à partir du moment où ils ont compris les clés et les codes. Et surtout, eux ne se renouvellent pas. Faites faire aux jeunes les échauffements, même aux adultes, mais ils reproduisent les 4 exercices. Mais c'est tout. Mais évidemment, ils n'auront pas cette culture de le faire autrement, de le proposer autrement, de le rendre ludique différemment. Donc c'est trop facile de dire, allez, l'échauffement, c'est vous qui le faites parce que vous devriez savoir faire. Vous les voyez arriver en compétition, il n'y en a pas un qui s'échauffe. On arrive 3 minutes avant sur le terrain et on a l'impression qu'on va pouvoir faire ce qu'il faut. Et après, on n'est jamais prêt à 0-0.
Ce qui est quand même dommage parce qu'être prêt à 20,0, c'est un peu difficile, ou plutôt à 0,20, c'est un peu plus embêtant. Donc, cette méthode d'imprégnation de la méthode, ce degré d'imprégnation, oui, on sent qu'il commence à être présent. En même temps, elle est formalisée, tu vois, elle paraît aujourd'hui. Ça fait moi 5, 6, ça fait 7 ans maintenant que je la mets en place et qu'elle devient beaucoup plus forte. C'est quelque chose, je sens qu'il y en a des bribes qui deviennent de plus en plus construites. Et moi, aujourd'hui, j'ai peut-être un discours qui permet de la rendre encore plus viable que ce que je faisais avant. Parce que c'est ça aussi, est-ce que ma transmission était optimale? J'aurais bien aimé, mais mon ego en prend un gros coup. Non. Heureusement qu'aujourd'hui, j'arrive toujours à être un peu meilleur chaque jour dans ma façon de le proposer. Et surtout plus diversifié parce que, évidemment, vous êtes tous différents quand vous arrivez en formation. Une question pour Vincent, un peu plus pratico-pratique. Ayant un créneau d'1 heure de préparation physique, vaut-il mieux se concentrer sur un point de travail ou travailler sur plusieurs points dans la séance? Alors là, c'est compliqué de répondre comme ça, puisque encore une fois, ça dépend vraiment qu'est-ce qui était fait avant, ce qui était fait après, avec quel public. Déjà, moi, ça, je trouve qu'1 heure de préparation physique, alors après, je ne sais pas quel groupe il a, mais ça me paraît beaucoup. Mais bon, après, pourquoi pas? Et je peux pas. C'est trop compliqué de répondre comme ça. Il est clair qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il faut éviter de combiner les uns avec les autres. Il faut éviter de faire une séance évidemment de force après une séance ou avant une séance de vivacité. Une séance d'1 heure de préparation physique. Je dirais qu'aujourd'hui, il vaut mieux se concentrer sur un seul élément, mais ça me paraît beaucoup. Encore une fois, je préférerais, si c'est avec des jeunes joueurs, je préférerais des petites séquences de 10, 15 minutes, 20 minutes grand maximum sur une qualité physique bien précise, mais reproduite très régulièrement et de façon continue dans la programmation, plutôt qu'une heure de préparation physique qui risque d'avoir des impacts forts et surtout, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le volume d'entraînement qu'on doit avoir, qui doit être bien quantifié. Donc après, c'est peut-être actuellement, je ne sais pas, c'est peut-être aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse pas être dans la salle. Hein. Ouais. Là, je conseillerais d'aller sur un travail, oui, d'une seule qualité, soit plutôt orienté, il faut toujours avoir un objectif prioritaire qui est plutôt orienté cardio ou PMA hein, ou aérobie, ou plutôt renforcement musculaire, comme on peut le voir le plus souvent dans ce genre de période un peu particulière. De toute façon, quelle que soit la dimension que l'on travaille, qu'elle soit mentale, physique, technique, tactique, un seul point. Un seul point dans une séance permet de bien focaliser et de pouvoir engranger vers la transformation. C'est quand même ça qu'on attend, c'est la transformation des joueurs. Ce n'est pas juste qu'ils entendent parler de quelque chose. Je suis désolé Thierry, mais je vais avoir un impératif. Oui, bien sûr, mais je crois qu'on a vu beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'il faille poursuivre parce que vos ouvrages sont là, vous êtes là pour les présenter. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc, on renvoie ceux qui ont des questions vers vos ouvrages parce qu'ils sont importants, volumineux, et je crois que je salue ces travaux parce que j'aspirais, ça fait longtemps que j'aspirais à avoir des écrits un petit peu parce que, comme toi Frédéric, je déplore un petit peu venant d'autres sports que en matière de badminton, il n'y a pas beaucoup d'écrits, hein, qu'on le veuille ou non, c'est bien dommage et merci en tout cas pour cet échange, merci pour ce partage et je pense que voilà, si des gens souhaitent, si ont d'autres questions, vous êtes suffisamment disponible pour répondre à des questions plus spécifiques. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été présents ce soir. Et donc, on vous renvoie vers ces ouvrages. C'est aux éditions Amphora, voilà, disponible dans toute bonne librairie, comme on dit. Et je souhaite à tous une bonne soirée et peut-être à bientôt sur les terrains. Enfin, en tout cas, on l'espère. Voilà, on vous salue. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Allez, à tous. Merci au revoir. Bonne soirée, à bientôt. Merci.